Bienvenue sur l'actu courte. Aujourd'hui, on va regarder Rima Hassan qui décide de tomber sur un peu tout le monde. Émeric Caron, Chalgoumi, le modèle français par rapport au voile. Il y a beaucoup de choses qui sont intéressantes. J'avais déjà fait une vidéo précédente sur le sujet. Là, c'est sur d'autres thématiques parce que l'interview est très longue. Elle dure 3 heures. Donc, je vous ai condensé les meilleurs passages, tout du moins. Et regardons ça ensemble. Alors, c'est l'interview sur la chaîne de Thinkerview. Donc voilà, je vous invite fortement à vous abonner, à laisser des commentaires pour soutenir la chaîne. Donc voilà, on va écouter Rima Hassan et réagir dessus. Quel point de vue, je veux dire, la Palestine n'a pas d'armée. Je veux dire, s'il y a ces modes opératoires, s'il y a ces modes opératoires complètement chaotiques qui échappent justement, y compris au contrôle de la population, population qui pourrait avoir un contrôle dans un État plus démocratique, souverain, etc. C'est précisément parce qu'il n'y a pas d'État. C'est précisément parce qu'il n'y a pas d'armée. Je veux dire, Israël, à l'inverse, on nous le présente comme un État démocratique, un État qui a une armée la plus morale du monde, et pire encore. La différence, en fait, c'est que la France, elle arme pas le Hamas. D'accord ? La France, elle arme Tsahal. Elle donne des munitions à Israël. Bon. L'Union européenne, elle vend, bien sûr. Elle donne. Vos confrères de Disclose ont parfaitement documenté tout le matériel militaire que la France livrait, notamment pour les mitrailleuses israéliennes, qui sont utilisées. On en a la preuve dans ces documents de Disclose. C'est pas des mitrailleuses défensives ? Non. On en a la preuve que ces mitrailleuses ont été utilisées notamment dans le massacre qui a été le massacre appelé le massacre de la Farine, où plusieurs centaines de Palestiniens ont été tués avec ces mitrailleuses. Donc, tout ça pour dire qu'on a quand même une différence notable, c'est que moi je veux bien qu'on dise que ce qu'a fait le Hamas le 7 octobre, c'est condamnable, etc. Mais le Hamas et ses petits copains. Et le Hamas n'est pas financé par l'Union européenne, à ce que je sache. Financé par qui ? C'est la situation des Palestiniens. Il faut vraiment comprendre la souffrance et le désespoir dans lesquels ils sont. Ça justifie pas encore, hein, mais quand ces attaques sont commanditées, on est à un moment historique très important, qui est celui de la normalisation avec les accords d'Abraham, portés notamment par les États-Unis, et qui fait la tournée des pays arabes pour dire « Allez, maintenant il faut normaliser avec Israël ». En gros, les Palestiniens ont disparu, et c'est pas grave, ça sera les grands sacrifiés de cette région. Vous avez tout intérêt à coopérer avec Israël, point de vue militaire, industriel, pourquoi pas à terme sur le plan touristique, j'en sais rien. Enfin, je veux dire, il y a vraiment ce plan de normalisation qui est porté. Et il prend au Maroc, il prend au Soudan. Alors là, elle est en train de dénoncer le fait que effectivement, elle parle de la situation où les Palestiniens sont un peu désespérés parce qu'ils voient qu'ils se font coloniser de plus en plus, massacrés. Voyant comment on appelle ça, voyant les pays du monde entier, que les seuls qui n'ont pas encore normalisé de le faire, ils l'ont fait, les pays arabes, etc. Il en reste juste quelques-uns qui ne l'ont pas fait, comme l'Algérie. Et au-delà de ça, en échange, bien sûr, ces pays ont des avantages. Et ceux qui ne normalisent pas, comme par exemple l'Algérie, en subissent bien évidemment beaucoup de sanctions, beaucoup d'attaques. D'attaques de toutes sortes. Donc voilà, ce qui est quand même particulier. Et même les défenseurs de la Palestine, parce que par exemple ces pays ne normalisent pas, ils considèrent que c'est des appuis, c'est acquis. Et vont essayer de dire du bien pour essayer de convaincre les pays qui ont normalisé de revenir sur leurs paroles. Donc on en arrive à une situation où même les défenseurs de la Palestine sont tendres avec ceux qui normalisent et durs avec ceux qui soutiennent la cause palestinienne en subissant des sanctions et autres. Ce qui est quand même assez cocasse, faut bien l'avouer. Il prend dans les Émirats, et là arrive la question de l'Arabie Saoudite. Et l'Arabie Saoudite, c'est pertinemment, MBS, c'est pertinemment. Je pense que lui, fondamentalement et personnellement, il s'en fout des Palestiniens. Je crois même que ça a dû fuiter dans la presse. Il dit simplement, je peux pas parce que si j'abandonne la cause palestinienne, je perds le contrôle du pays, quoi. Et ça, c'est le problème du divorce qu'il y a aussi entre l'opinion, dans les opinions arabes, et les pouvoirs qu'il y a en place. Les Palestiniens sont dans un moment où on leur promet un État depuis 47. Parce qu'Oslo, ça arrive déjà tardivement. Mais la promesse d'un État palestinien, c'est en 47. Ils se retrouvent avec Oslo, où la colonisation et l'occupation et l'apartheid s'ancrent chaque jour un peu plus. Gauche comme de droite. Moi, les personnes qui me disent c'est que Netanyahou, etc., comme j'ai pu l'entendre par ailleurs sur ce fauteuil, chez certains de vos invités, y compris des gens comme Caron, je veux dire, d'autres. Enfin, je veux dire, il y a des gens qui réduisent vraiment la question palestinienne, parfois, la lecture de
c'est Netanyahou, c'est le diable, quand il sera parti, ça ira mieux. Non, quand on regarde l'histoire... Et ça, c'est tout à fait vrai, ce qu'elle dit là. Je déteste les gens qui m'expliquent que le problème, c'est l'extrême droite. Et je l'ai souvent répété, l'extrême droite dans le monde, souvent l'extrême droite dans le monde, dénonce la situation à Gaza. Rappelez-vous ce député polonais d'extrême droite qui aimerait bien devenir président, a dit les termes, je les répéterai pas ici parce que ça serait problématique, mais parle bien d'un géno et qu'il faut arrêter de parler des années 40. Il y a quelque chose de grave qui se passe maintenant et c'est la gauche qui lui tombe dessus. Faut savoir qu'en Pologne, la gauche soutient le massacre de la Palestine, mais c'est l'extrême droite qui appelle. Donc en fait, il faut arrêter de dire que Netanyahou, c'est lui le problème, et puis si Netanyahou n'était pas là, faut arrêter. C'est le problème, c'est l'État israélien qui est en train de commettre ça. De la colonisation israélienne, vous avez Pérez, vous avez Golda Meir, qui est une femme de gauche. Ce sont des figures de gauche. Golda Meir, elle a empoisonné les terres palestiniennes en territoire occupé. C'est quoi vos sources? Les historiens que vous pouvez lire, Ilan Pappé, Henri Lorenz, mais vous suffit de taper empoisonnement des terres palestiniennes Golda Meir et vous pouvez retrouver plusieurs articles sourcés sur ce sujet. Golda Meir, c'est celle qui dit, quand on lui pose la question, alors il y a une interview assez culte d'elle, où elle dit, une journaliste lui dit, mais qu'est-ce qu'il faut faire des territoires occupés? Et elle dit, mais il n'y a rien à faire, on va pas les rendre aux Palestiniens puisque les Palestiniens n'existent pas. C'est exactement le discours que tient Smotrich aujourd'hui, qui est présenté à juste titre comme la droite complètement radicale, etc. Mais je veux dire, Golda Meir, figure de la gauche israélienne, elle n'est pas très loin. Ce qu'on observe sur les rapports qui documentent la colonisation et le nombre de colonies implantées, qui sont documentés par Haaretz par exemple, c'est repris par plusieurs organisations, c'est que la colonisation ne baisse pas quand la gauche est au pouvoir. Enfin, elle baisse un peu, mais elle baisse pas, mais elle baisse, mais elle ne s'arrête pas. Elle ne s'arrête pas, la colonisation. Quand la gauche israélienne est au pouvoir, la colonisation des territoires palestiniens, elle ne s'arrête pas. Elle baisse, elle est beaucoup plus importante bien sûr quand c'est la droite, mais elle ne s'arrête pas. Donc ça, c'est important de le comprendre. Police des mots, je veux dire... Vous avez été chercher des crosses à Chalgoumi. Chalgoumi, Les passages que vous avez vus, c'était vraiment le côté naïf de certains qui pensent que le problème c'est telle ou telle personne. Non, là, il faut savoir que ce qui s'est passé après le 7 octobre, c'est ce qu'on appelle c'est aigu. Mais le massacre des Palestiniens, c'est chronique. C'est depuis 80 ans, à petit feu, ils sont spoliés, massacrés, etc. Donc en fait, rien ne change. J'ai envie de dire, même là, c'est positif dans le sens où le monde se réveille et se rend compte, parce que on serait arrivé au même point à la fin des Palestiniens, au massacre total de la population palestinienne en 100 ans. Là, au moins, le fait qu'ils ont accéléré la cadence, ça a permis de se rendre compte, parce que il faut savoir que les gens étaient endormis avec la propagande sioniste, etc. dans le monde. Peu de gens se rendaient compte de la gravité de la situation. Et quand on le prévenait, on nous était traités d'antisémites, etc. Et donc là, on arrive sur le passage où elle décide de parler de Chalgoumi, notre très cher Chalgoumi, en disant des points très intéressants. Non, je n'ai pas très envie de le rencontrer. Pourquoi donc? Chalgoumi, il est très grand. Je vous invite à regarder, parce que là, ça, effectivement, dès que je me défends, ça fait énormément de bruit. Mais j'observe que quand je suis attaquée... Qu'est-ce que vous avez fait avec Chalgoumi? Personnellement, je n'ai rien fait, mais Chalgoumi a fait plusieurs interviews, avant même que... Vous n'avez pas fait un tweet Récemment, mais Manon Brie a fait le même pour dire Bayrou, Barnier, on n'a pas accusé de menacer de mort Bayrou, avec l'horloge. Elle a fait le même tweet, il y en a plein qui ont fait ce tweet-là. Donc il y a aussi ce biais raciste, je sais que moi, ce qu'on a dit de moi, c'est Rima lance une fatwa. Non, déjà, faire ce qui est de fatwa quand même, je n'ai pas autorité pour lancer une fatwa, et je suis pas sûre qu'on lance une fatwa avec l'icône de l'horloge. Enfin, je veux dire, c'est quand même... Vous voulez pas de mal à Chalgoumi? Non, Chalgoumi, c'était pour dire, bientôt il sera démasqué en fait. Et démasqué parce que c'est une imposture. Chalgoumi, je veux dire, il y a eu le sketch de Malik Bentala qui a fait rire. Alors, il faut savoir que Chalgoumi, ça fait très longtemps que Chalgoumi a été démasqué. C'était un radicaliste à l'époque. Il devait être expulsé de France. Ensuite, bizarrement, il l'a pas été. Et depuis, son discours a extrêmement changé. Et voilà, mais c'est quelqu'un qui ne sait pas s'exprimer. Mais je reviendrai après sur les propos. On va laisser Rima s'exprimer. Beaucoup de gens qui a fait des millions de vues sur YouTube. Je sais pas si vous l'avez vu, cette mise en scène de Malik Bentala où il imite en fait Chalgoumi, et ça a vraiment fait je sais pas combien de millions de vues en ligne.
temps... C'est pas parce que ça fait des millions de vues que c'est vrai. Non, parce que justement, ça a même été repris dans des médias mainstream en disant... Oui, c'est repris dans les médias mainstream. Non, mais je veux dire, les médias mainstream qui sont plutôt du bord de Chalgoumi, j'ai envie de dire, sur le narratif sur les musulmans. Et là, il y a eu vraiment quelque chose de... bon, c'est vrai que les musulmans sont présentés par quelqu'un qui passe son temps à leur cracher dessus, à les ridiculiser. En l'occurrence, Chalgoumi. Chalgoumi, quand on regarde son avocat... Il fait pas ça. Chalgoumi ? Oui. Attends, vous plaisantez quoi. Chalgoumi, il a été mis en place. Il a aucun soutien. Il est présenté comme maire de Drancy. Il n'est ni maire à Drancy. Il ne mobilise personne à Drancy. Comme imam. Imam, j'ai dit maire, pardon. Non, fort heureusement, il n'a pas passé ce cap. Imam à Drancy. Alors, il n'est pas imam à Drancy. Il n'a pas d'activité dans la mosquée de Drancy. Il n'a aucune communauté. Les gens qui sont à Drancy, les élus qui sont à Drancy et que vous pouvez contacter si besoin, qui peuvent vous dire, mais en fait, vous allez à la mosquée. Non, il n'est pas là. Il ne fait aucune activité dans cette mosquée. Et puis, et par ailleurs, il est vraiment la communauté musulmane, les communautés musulmanes, parce que je ne veux pas l'essentialiser en une seule. C'est fortement désolidarisé de lui. Et je pense que ce qui est fait la communauté musulmane ne s'est pas désolidarisée de Chalgoumi. Elle se marre. Elle se régale de Chalgoumi. Mais que dis-je? Moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est qui a mis Chalgoumi, quelqu'un qui ne sait pas s'exprimer. Pourquoi beaucoup de rabbins promènent leur Chalgoumi partout où ils vont? Tu sais, ils ont un Chalgoumi. Tu vois, c'est comme avant, on avait des Tamagotchi avec des petits Pog, tu sais, des Pokémon, les Tamagotchi, quoi, pour les plus jeunes, vous connaissez pas. Là, ils ont un Chalgoumi, tu vois. Et je me pose des questions, pourquoi la communauté musulmane ne se promène pas avec un rabbin qui sait pas s'exprimer pour parler et dénoncer Israël? Enfin, je sais pas, je me pose une question, pourquoi on le fait pas? C'est quand même faux, ça, tu vois. Ou même la communauté chrétienne, pourquoi ils le font? C'est bizarre, quand même, cette histoire de Chalgoumi. En fait, à la communauté musulmane. Et ce qui est très dangereux, c'est que on crée du ressentiment. Alors, en validant une personnalité qui tend à les représenter, mais qui les insulte de par sa posture, qui les humilie. C'est votre interprétation. Ah non. Pardon, c'est pas que mon interprétation, c'est le ressenti. Et ce ressenti-là de la communauté musulmane, il est justement nié par les pouvoirs... Est-ce qu'il a insulté quelqu'un? Mais si vous voulez, quand il passe son temps à dire que oui, en fait, c'est votre interprétation. Non, c'est pas mon interprétation. Vous pouvez vous documenter. Quand il fait un déplacement, il a pas un seul déplacement où il est accueilli par la communauté musulmane dans une ville, jamais. Donc les musulmans, je crois. Ça et non, je crois que les musulmans. Avec des photos où il est accueilli. Je crois que les musulmans, dans le contexte dans lequel on est, sont en train de vivre un moment pas simple du tout. Abat le voile, les lois séparatistes. Les musulmans disent abat le voile? Non, ce qu'ils sont en train de vivre politiquement. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'islamophobie, parce qu'effectivement, il y a l'antisémitisme. Effectivement, il y a tout type de racisme. Oui, il y a eu plus d'actes antisémites. Après, très honnêtement, moi je vous le dis et je l'assume, je ne fais pas du tout confiance aux chiffres du CRIF. Le CRIF est présenté, y compris par des chercheurs ou des historiens comme Sylvain Sipel, comme l'équivalent de l'AIPAC en France, enfin aux États-Unis. L'AIPAC est le lobby pro-israélien aux États-Unis qui va jusqu'à financer, etc. Alors en France, on est quand même au fait de ce qui se passe. En France, on est quand même plus réglementé, etc. Mais par exemple, le CRIF a financé des voyages en Israël à certains élus. Comment ça s'appelle cette chaîne YouTube, le canard, de toute façon, qui se base, enfin même citer le type qui a fait parce que je voulais juste citer son travail, parce que c'est grâce à lui que j'ai eu accès à ces informations, mais lui-même se base sur la déclaration des voyages des députés. Et donc vous avez un peu plus de entre 20 ou 30 députés dont les voyages ont été financés par le CRIF. Donc les musulmans. Votre responsabilité, votre visibilité. Faire des tweets avec des petites horloges et ainsi de suite. C'est pas immature, c'est pas puéril, c'est pas remettre de l'huile sur le feu. Non, je pense que, premièrement, je suis une femme politique, certes, mais je suis aussi normale. C'est-à-dire que, des fois, j'aime bien prendre un peu à la dérision certaines choses. Il y a des moments où j'aime bien, c'est pas que j'aime bien, c'est que de toute façon. Il y a des si tendus. Mais la période est si tendue autour de quoi? Je veux dire, Chalgoumi, c'est un clown pour la communauté. Bah, je suis désolée, si. Enfin, je veux dire, à un moment donné, respecter la communauté musulmane de France, c'est dire que... Ça vous engage que vous. Bah, je le dis, et je le dis en une phrase. Chalgoumi est placé, soutenu, par tout un appareil politique, etc. Mais attendez, on le voit dans les soutiens qu'il a. Il bénéficie des soutiens symboliques aux politiques, de ministres, peut-être il apaise de cercles. Non, je suis désolée. Non, bah, parce attendez. qu'il essaie de tendre la main. Non, je pense surtout qu'il a embrassé. Et dans les questions qu'on pose l'intervieweur et tant d'autres, c'est vraiment ce qu'il rêve de voir des musulmans. Je le répète, par exemple, le voile n'a jamais, et je m'adresse ça à ceux qui nous regardent de l'étranger, parce que c'est un problème franco-français, le voile.
Le voile n'a jamais dérangé les Français, d'extrême droite ou peu importe, n'a jamais dérangé les Français quand les femmes qui mettaient le voile, c'était des femmes de ménage. Du moment où elles ont fait des études, elles sont devenues médecins, avocates, chefs d'entreprise, et ainsi de suite, là, ça a dérangé. Là, une personne se dit, je vais me faire soigner auprès de mon médecin, et oh mon Dieu, c'est une femme voilée. Comment elle ose être plus intelligente que moi qui ai arrêté à l'école, au collège? Donc il y a ce complexe de supériorité et d'infériorité aussi par rapport au voile. Hein. Ça, faut bien le préciser quand même. Et donc, même des gens qui ne sont pas forcément d'extrême droite, aiment bien Chalgoumi. Ne vous en déplaise. Chalgoumi, c'est un peu le fantasme de tout le monde. Et d'ailleurs, il y a beaucoup même d'humoristes qui ont profité de ça pour devenir millionnaires. Les Jamel Debbouze, les trucs comme ça, ils aimaient beaucoup dire « Eh bonjour, dis-moi la vérité, bah, ça faisait rire. Ah, c'est un arabe, ils sont idiots. Ah, dis-moi pas que c'est pour la vérité. Et ça faisait rire. C'est du guignolo. Tu vois, c'est quand même particulier. Donc c'est pour ça que Chalgoumi, il l'apprécie. Certains l'apprécient pour pouvoir... Enfin, en fait, on sait pas à quoi sert Chalgoumi. Parce qu'il n'est représenté par personne. Tout le monde se moque de Chalgoumi. Il ne représente personne. Mais pourtant, ça permet de garder le fantasme de... c'est un message envoyé à la communauté musulmane. Soyez comme ça et vous aurez pas de problème. C'est un agenda qui consiste... Votre interprétation. C'est mon interprétation, je le dis, moi je pense que Chalgoumi est placé pour... c'est très dangereux, il est placé, alors que les musulmans... Pensez qu'il est placé. Je pense qu'il est placé, et on ne sait pas par qui il est financé d'ailleurs, on ne sait pas par qui il est financé, on ne sait pas par qui il est payé, parce qu'il n'a pas d'activité. Vous ne savez pas. Je ne sais pas, mais je veux dire, j'ai cherché. Il y a quelques articles qui remontent à un dignitaire syrien qui serait qui était proche du régime, qui aurait... Mais d'accord, mais qui a écrit ça? Mais justement, je vous dis qu'on n'a pas assez de sources sur savoir qui le finance, qui lui donne de quoi vivre, etc. C'est lui jeter. J'observe que son avocat est membre du comité exécutif du CRIF. Et alors? Pardon, mais quand on est membre d'un comité exécutif d'un lobby... Il reste avocat. Il est avocat, il a le droit de défendre qui veut. Exactement. Mais un avocat qui est membre... Moi, imaginons demain, je suis avocate, et je suis membre d'un comité exécutif d'un lobby. Je suis désolée, ça dit un bord. On peut pas me dire c'est neutre. C'est pas possible de dire que c'est neutre. C'est une étiquette quand même. C'est pas anodin. Vous pensez que c'est une étiquette? Je pense bien sûr que c'est une étiquette quand on fait partie d'un membre exécutif d'un lobby qui est présenté par Sylvain Sipel. Là, c'est pas Rima Hassan. Sylvain Sipel qui est un historien voilà, reconnu pour ses travaux, régulièrement invité, qui participe à de nombreux ouvrages. Eh bien, Sylvain Sipel présente le CRIF comme un lobby. Et lui-même, qui est de confession juive, et qui fait une étude très fine de ce qu'est le lobby justement israélien un peu partout en Occident. Et donc quand on est... Et ça reste un avocat. Ça reste un avocat, mais qui a un bord, je pense, voilà. Et je pense que aussi les liens de Chalgoumi avec certains cercles qui sont des cercles de lobbyistes. Est-ce que c'est pas ça le dialogue interreligieux? Mais oui, quand on est à ce point proche. Non, quand on est à ce point proche. Quand on est à ce point proche du CRIF. Quand on est à ce point proche de ces cercles justement qui travaillent avec un agenda politique et lobbyiste, c'est pas ça le dialogue interreligieux. Le dialogue interreligieux, c'est de synagogues à mosquées, de communautés très concrètes, locales, françaises, de musulmans français, de juifs français. Israël n'a rien à voir dans l'agenda du dialogue interreligieux en France. Et c'est tout le reproche que je fais au CRIF, et que je leur ai déjà dit à plusieurs reprises. Dans des termes respectueux. Oui, bien sûr. Par des tweets interposés avec des petites horloges. Déjà, j'ai le droit d'être en colère. Je pense qu'à un moment donné, aussi humaniser le politique, et moi je me refuse à me lisser à devenir comme certains politiques, je veux dire, qui ont l'impression juste que c'est des machines, qu'on sait même plus qu'est-ce qu'ils parlent en eux. Eh bien moi, le fait que de temps en temps, j'ai encore un peu de colère, un peu de larmes parfois, ça m'est arrivé de pleurer, de craquer dans une interview, ça m'est arrivé de colère, etc., de rage même, je suis désolée, mais c'est ce qui fait aussi de moi quelqu'un, je l'espère, d'entier, qui n'est pas faux, qui ne cherche pas à lisser son image, qui ne cherche pas à façonner son discours. Donc ça, c'est important pour moi de le garder et de dire aussi que je suis humaine. J'ai le droit à l'erreur, j'ai le droit parfois de dire des conneries, j'ai le droit parfois de... Voilà. Et j'ai le droit aussi de rire. Et Chalgoumi... Ça, je fais une petite parenthèse pour dire que malheureusement, en France, je le répète, on est un petit peu dans un modèle sectaire. Je sais pas si c'est les partis politiques ou autres, mais par exemple, quand vous critiquez... vous savez, il y a cette phrase qui dit « Quand on va voir
parce que en fait, pourquoi je dis l'extrême gauche, pourquoi je dis la France insoumise et je dis le Rassemblement national, c'est parce que c'est les deux seuls partis qui restent en France. Les autres ont été au pouvoir, c'est des guignolos. Je ne dis pas que la France insoumise ou le RN sont bien pertinents ou ne le sont pas. Je suis en train de dire qu'ils n'ont pas été au pouvoir et donc on verra quand ils feront leurs preuves le moment venu. Mais quand vous allez du côté du Rassemblement national, ça fait peur. Vous pouvez être attiré, mais quand vous êtes à l'intérieur, ça fait peur et vous en avez envie de partir du côté de la LFI. Quand vous allez du côté de la France insoumise, ça fait peur. Ça fait peur et vous en avez envie de partir. Parce que il suffit que tu émettes une critique sur un point et je peux vous assurer que vous êtes accusé d'être sioniste d'extrême droite, alors que ces gens-là ne connaissent l'histoire de la Palestine que depuis le 7 octobre. Tu te dis, c'est quand même grave. Pareil du côté du Rassemblement national. Du moment où tu te dis, oui, bon, faut quand même protéger le travailleur français. Oh, allez, gauchiste, etc., taquilla. Et c'est là où c'est quand même une inquiétude. Rima Hassan, là, elle le dit, j'ai le droit de me tromper. Parfois, j'ai fait des erreurs dans des analyses, dans des propos, dans des positionnements. Bah, je m'excuse, j'évolue, etc. Je vous assure que quand vous venez et vous dites, ah, là, sur Rima Hassan, je suis pas d'accord avec ça, les gens, c'est là où tu te dis, mais ils sont dans une secte. C'est quand même fou. Et Rima Hassan essaye un petit peu de transmettre souvent dans des interviews en leur disant arrêtez de m'idolâtrer, arrêtez de croire que je suis le bon Dieu, arrêtez de croire que j'ai tout le temps raison. On est là pour avancer, évoluer, la cause elle est bonne, mais je peux faire des erreurs. Comme elle a pu faire des erreurs concernant, par exemple, en tombant sur l'Algérie pour mettre en avant le Maroc, alors que le Maroc a le régime monarchique a normalisé avec Israël. Mais elle, politiquement, elle s'est dit en faisant ça, je vais gagner le vote des Marocains et les Algériens, de toute façon, sont un petit peu à l'ouest, ils vont continuer à voter la France insoumise. Donc c'est stratégique, voilà. Sauf qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas apprécié ce geste-là. C'est un mauvais positionnement et il n'y a pas de mal à le dire. Et justement, le problème de ne jamais critiquer les gens, c'est qu'ils ne se remettent pas en question. Donc voilà, et ça profite aux ennemis. Bref, on écoute la suite. C'est un cas vraiment qui fait rire, je crois, 99% des musulmans de France. Mais c'est quoi votre source? Il y a eu un sondage, des gens sondés? Mais je vous recommande. C'est tout le reproche que je peux éventuellement faire aussi au pouvoir et au ministère de l'Intérieur, c'est de ne pas sonder les musulmans pour choisir des gens qui les représentent dignement dans ce qu'ils sont en train de vivre actuellement. Le niveau de persécution d'islamophobie, l'assassinat récemment de Aboubacar Cissé en pleine prière dans une mosquée, le matraquage qu'il y a autour de la situation des femmes voilées par exemple, qui peuvent maintenant... Aboubacar qui s'est pris des coups de couteau par un mec qui a débarqué alors qu'il faisait une... Qui voulait en plus apprendre à prier a priori, etc. Et je veux dire, les femmes voilées qu'on prétend émanciper alors qu'on les prive du marché du travail, qu'on cherche à les exclure des universités, qu'on cherche également à les interdire des compétitions sportives. Je veux dire, si une femme voilée est vraiment soumise et qu'on lui a vraiment imposé le voile, vous croyez que le meilleur moyen de l'émanciper, c'est de l'enfermer encore plus, de l'empêcher de travailler, c'est de l'empêcher d'avoir accès à l'éducation, de se faire un cercle d'amis? Non. Enfin, je veux dire, c'est contre-productif. Et ça, c'est l'héritage colonial aussi de la France. Les campagnes de dévoilement, c'était en Algérie. En Algérie française, vous aviez déjà des campagnes dévoilez-vous, vous êtes tellement plus belle sans vos voiles. Et en France, on dit pas ostentatoire. C'est une maladie franco-française. Hein. L'obsession du voile, c'est une maladie franco-française. Hein. C'est aucun pays. Vous retrouvez des articles. Exactement. Là, j'ai pas un auteur en particulier. Ce que je veux dire, c'est que ça a mis du temps à se mettre en place. Et on a eu affaire à un même discours un peu hypocrite de droits de l'homme, et en même temps, on donne des armes à un régime d'apartheid, quoi, qui massacrait aussi, etc. Donc, la première chose, c'est l'embargo sur les armes. La deuxième chose, c'est les sanctions économiques, c'est-à-dire... Là, elle va mentionner l'hypocrisie du comportement de l'Europe, de l'Occident, avec l'Ukraine et Gaza. Un exemple très parlant du deux poids deux mesures de l'Occident, et qui par ailleurs nous fait perdre énormément sur le plan stratégique et sur le plan de comment on avance nos pions. Mais bien sûr, c'est la Russie et l'Ukraine. La Russie et l'Ukraine, on est au 18e paquet de sanctions pour l'Ukraine. Pour la Russie, enfin pour l'Ukraine contre la Russie. Et il n'y a pas une seule sanction qui a été prononcée contre Israël depuis 2 ans. Quasiment 2 ans. En octobre, ça fera 2 ans. Alors que les chiffres qu'on a, le niveau de destruction qu'on a, le nombre de cibles de civils documentés, ressourcés. Là, récemment, j'ai vu que 500 employés du Haut Commissariat aux droits de l'homme, 500 employés, hein, donc des gens qui sont en maîtrise de ce sujet, demandaient au commissariat de reconnaître, de qualifier le génocide. Donc aujourd'hui, en vrai, la question qui se pose, c'est pas de savoir qui dit qu'il y a un génocide. Cette bataille-là, entre guillemets, elle est gagnée, même si je considère que c'est un échec. Moi, je suis absolument pas satisfaite au fait que maintenant tout le monde puisse faire dire oui, il y a un génocide. Moi, ma bataille, celle que j'ai menée et qui m'a coûté, c'était de dire dès le début, attention,
il y a un consentement au génocide qui est en train de s'installer dans le discours politique et médiatique, et l'intention d'Israël de commettre un nettoyage ethnique et un génocide, parce que nettoyage ethnique c'est pas vraiment un terme juridique, mais un génocide, parce que là on a une convention là-dessus, il est là. Et la CIJ, la Cour internationale de justice, quand en janvier 2024 elle nous dit risque plausible ça suffit. Risque plausible ça suffit, puisque c'est une convention sur la prévention. Et elle impose des mesures conservatoires à Israël, en disant si Israël ne met pas en place ces mesures conservatoires, il va y avoir effectivement un génocide. Et là, plutôt que d'avoir affaire à une France, droits de l'homme, universaliste, comme elle prétend l'être, et l'Union européenne également, qui convoque tous ces outils de sanctions, de diplomatie, de dissuasion, pour empêcher ce génocide, eh ben on a affaire à une Europe complice. On a affaire à une Europe qui, moi, ce qui me blesse le plus, au-delà de la complicité par rapport aux Palestiniens, ce qui m'enrage le plus, c'est quand je vois des dirigeants européens qui sont prêts à se retourner contre leurs propres citoyens. Exactement. Pour sauver des intérêts pitoyables, je veux dire, avec un État qui est en train de commettre un génocide, des intérêts économiques, stratégiques, etc. Quand on voit les images qu'on voit à Berlin, quand on voit qu'il y a des prisonniers maintenant politiques. Alors moi je pensais qu'elle allait dire par rapport à l'Ukraine. Moi je dirais cette phrase-là. Comment ça se fait? Ça c'est très intéressant. Comment ça se fait que les médias occidentaux et les dirigeants occidentaux sont capables de se mettre à dos toutes les populations, leur population, pour soutenir l'Ukraine, se ruiner définitivement pour soutenir l'Ukraine, et à l'inverse, se mettre à dos toute la population mondiale pour soutenir Israël. Quand même, ça laisse à penser que déjà il y a un lien entre les médias et les gouvernants, donc ce qu'on appelle le monde politico-médiatique, et que ce monde politico-médiatique est toujours en contradiction avec les volontés du peuple. Et ça, je parle en Occident. Donc c'est quand même assez fou. Bon, ça fait plus partie de l'Union européenne, mais en Grande-Bretagne. Quand on voit que, aux États-Unis également, quand on voit qu'on a affaire à des États, et en France aussi, je veux dire, la répression, la directive, la circulaire, pardon, du 10 octobre, faite par le garde des Sceaux, qui demande une poursuite systématique pour apologie du terrorisme, l'utilisation qui a été faite contre des syndicalistes, contre Guillaume Meurice, qui est un humoriste, contre des citoyens ordinaires qui ont pu être parfois maladroits, mais qui avaient des choses à dire sur le débat qui s'opposait. Quand je vois que l'État a préféré mettre des moyens de justice, d'argent public, et puis de traumatisme, je veux dire, quand on est père de famille, quand on est un militant, moi j'ai de la chance que j'ai une visibilité, j'ai une tribune, je peux m'exprimer là, je peux venir. Une immunité. Peut-être naïve, vraiment ça n'engage que moi, c'est pour ça que je dis ça n'engage que moi. Je pense peut-être naïvement que le Hamas pensait réellement, avec cette prise d'otage, avec tout ce qu'elle a effectivement d'éléments problématiques, d'otages... Plus que problématiques. Alors j'aimerais juste que vous soyez aussi investis sur les otages palestiniens. Vous inquiétez pas quand on va recevoir l'ambassade. Alors, il faut savoir que j'ai pris les entre guillemets meilleurs passages. C'est pour ça que parfois il y a des transitions assez abruptes. Là, en fait, il lui pose une question sur les otages. Est-ce que le Hamas avait prévu les otages? Et là, elle lui répond écoute, je veux bien qu'on parle des otages, mais on parle très peu des otages palestiniens. Et ça, il faut être honnête et en parler. Tu vois. L'ambassade d'Israël, ils acceptent notre dans ce cas, je me permets juste de donner un chiffre des organisations palestiniennes qui travaillent sur ce sujet. Il y a plus de 10 000 prisonniers palestiniens, à l'heure où on se parle, dont près de 30% qui sont emprisonnés sans charge ni procès, sans pouvoir se défendre. Un peu comme à Guantanamo. Est-ce que c'est des otages ou pas? Bah pour nous, c'est des otages. Voilà. Donc ça, on n'en parle pas. Et ça se compte en milliers. D'accord. Donc des tortures. Bien sûr qu'il y a des tortures, bien sûr, et ça, je le relaie assez régulièrement moi sur mes réseaux pour dénoncer effectivement. De quel type? Eh bien, on sait par exemple les tortures qui sont souvent utilisées, c'est bon déjà on utilise récemment, on a utilisé les chiens, voilà, on a des Palestiniens sont même fait uriner dessus, on a aussi il y a eu des documentations par l'ONU d'agressions sexuelles et de recours même à des viols, et on a aussi voilà cette position qui revient souvent dans les témoignages, c'est les Palestiniens qui sont sur une chaise. Et en fait, ou une table, et en fait, on leur attache, on fait comme un cercle avec leur corps, on leur attache les mains et les pieds par le bas. Donc, c'est assez fréquent. Donc, et ça, personne, en fait, ne s'y intéresse depuis des décennies en les présentant comme des otages. Mais vous savez qu'en Cisjordanie, c'est un homme sur deux qui a eu affaire aux autorités israéliennes en termes d'arrestation. Un homme sur deux. Enfin, je veux dire, avant le 7 octobre.
On peut pas me parler de la question de convoquer la question du terrorisme quand on a la moitié des hommes palestiniens adultes qui ont été à un moment ou à un autre arrêtés par les autorités israéliennes. Donc très bien, les otages, on peut avoir de l'empathie pour eux, on peut convoquer leur situation de otages. J'aimerais juste qu'on ait l'honnêteté intellectuelle d'en faire de même pour les Palestiniens, qui sont otages d'un État colonial, otages d'un État génocidaire, otages d'un État d'apartheid. Qu'est-ce qu'ils disent en face ? Et donc je pense cyniquement, pour répondre à votre question, je pense que cyniquement ou naïvement, les Palestiniens, en tout cas le Hamas et les autres partis qui ont travaillé à commanditer cette attaque, je pense qu'ils pensaient pouvoir avoir un moyen de contraindre les Israéliens à négocier avec les otages. On peut planter, non ? Pas forcément, parce qu'au début, les premiers mois, même la première année, ils ont réussi à les faire libérer plusieurs centaines de prisonniers. Je sais pas si vous en souvenez. Et d'ailleurs, quand on voit les proportions, on mesure quand même le déséquilibre. C'était 10 otages contre 180 Palestiniens. C'était ça, les proportions. Donc, au début, je pense qu'ils ont réussi. D'ailleurs, ils demandent également la libération de Marwan Barghouti, qui est souvent présenté comme le Mandela palestinien, qui peut rassembler, qui est plébiscité vraiment par toutes les forces politiques palestiniennes, et qui est prêt aussi au dialogue avec les Israéliens, qui est prêt... Donc même le Hamas demande sa libération pour une relève politique. Après, je pense à Arafat, et après Abbas, qui est très décrié, qui est très dénoncé pour la corruption de l'autorité palestinienne et le discrédit qui est celui aujourd'hui de l'autorité palestinienne. Donc ça aussi, il faut le resituer. C'est-à-dire que si le Hamas émerge avec cette radicalité-là, c'est parce que vraiment, il y a aussi en face une autorité palestinienne qui est corrompue, qui finit aussi par se retourner contre les Palestiniens eux-mêmes, qui procède à des arrestations, qui ne représente plus les intérêts du peuple palestinien ni ses droits. Dans ce contexte-là, je veux dire, on arrive très bien en France, parfois, à expliquer pourquoi les gens votent RN. Alors c'est pas la même chose, on est d'accord. Les gens ils votent RN ? Très souvent par désespoir. J'espère que vous ne faites pas le parallèle entre Hamas. Non, ce que je veux dire, c'est pourquoi des citoyens font le choix parfois de la radicalité, parfois même des options qui peuvent être contre-productives. Alors je mets absolument pas, et ça même le Conseil d'État ne met pas sur le même plan extrême droite et la gauche de la France insoumise qui n'est pas qualifiée d'extrême gauche par ailleurs. Donc du coup il faut faire attention à ça, mais ce que je veux dire c'est que pourquoi est-ce que les gens vont voter vers l'extrême droite ? Parfois on a des discussions et heureusement qu'on les a pour dire pourquoi Jean-Jacques de tel coin en France qui a jamais vu un étranger de sa vie est obsédé par le fait qu'il va se faire bouffer par des vagues de migration en France. Vous avez des enfants ? Il a sûrement été manipulé, il a sûrement été machin. Donc, vous avez des enfants ? Non. Pas encore. Vous comptez en avoir ? Oui, j'espère. Inch'Allah. Inch'Allah. Pour la transmission, c'est important, des luttes, des valeurs. Revenons à la commission. Alors moi, j'aime pas les interviews comme ça où ils te posent 50 000 questions d'affilée, t'as même pas fini de ta phrase et ils te posent une autre question. C'est un peu pour déstabiliser et ainsi de suite. Oui, effectivement, les enfants c'est très important, surtout quand tu mènes une lutte. Voilà, bon après c'est pour dire. En tout cas, j'espère que ça vous a plu tous ces petits extraits. J'ai essayé de vous condenser le maximum, le meilleur dans cette vidéo. J'ai fait mes petits commentaires. Dites-moi vous si vous avez apprécié et n'hésitez pas à vous abonner massivement sur la chaîne et pour plus de contenu de qualité. À la prochaine sur l'Actu Courte.